Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition spéciale des Jeudis de l'Ordre. C'est une version encore un peu inédite, une foire aux questions et un duplex. Donc on s'excuse par avance pour les éventuels problèmes techniques, mais on est à peu près certain que tout va très bien se passer. On est ravis de vous accueillir. On a placé cette soirée sous le signe vraiment de vos questions, parce qu'on est à peu près certains, par les différentes remontées qu'on a du terrain, qu'elles sont encore très nombreuses. Donc on a la chance d'avoir trois intervenants, deux en présentiel, que je tiens encore à remercier au nom de tout le conseil départemental de l'Ordre des médecins. Laurent Suchet, qui est neurologue ici et qui fait un travail remarquable sur le Covid-19 Fédération et sur une veille scientifique permanente et des réponses incessantes à des forums de médecins qui le harcèlent. Je ne sais pas comment il fait, je l'ai mis dans la catégorie des surhommes. J'en connais quelques-uns, mais lui, il est haut dans la liste. Un autre est Stan Rebaudet, qui travaille à l'hôpital européen et qui nous fait le plaisir encore d'être ici ce soir. Et puis, en duplex, nous aurons Philippe Alphon également, qui est infectiologue et virologue, et qui répondra aussi à vos questions. J'insiste sur le fait que nous aurions bien sûr préféré faire ce forum sur un autre sujet, mais que malheureusement l'actualité nous a encore rattrapés. On est dans une situation sanitaire excessivement préoccupante, vous le savez tous. Il est important de vous rappeler que le Conseil national réunit chaque semaine tous les présidents de conseils départementaux et que Patrick Bouet, le président du CNOM, mène des actions très fortes auprès du ministère et de la Santé et du Conseil scientifique. Et lors de ces réunions, il fait remonter bien sûr l'inquiétude et la colère des médecins, des vôtres, votre colère, votre inquiétude, et nous les entendons, nous les comprenons, et on a une conscience absolue des difficultés qui sont les vôtres au quotidien aujourd'hui. Nous y sommes extrêmement sensibles, extrêmement vigilants bien sûr, et c'est tout le sens de notre action ce soir notamment. Et donc, d'ores et déjà, au nom du conseil départemental, nous vous remercions pour votre engagement auprès de vos patients, que ce soit pour les soins, pour la vaccination. Nous mesurons ensemble ce combat quotidien. On essaie modestement de vous y aider et encore une fois, on vous en remercie infiniment. Donc il y a eu beaucoup de questions, bien sûr. On a essayé de les centraliser et Stanislas, Laurent et Philippe on les ont préparées en amont. Donc la présentation va se faire de manière un petit peu triple. Laurent va commencer par une petite présentation sur certaines des questions que vous avez posées. Ensuite, c'est Philippe en duplex qui fera aussi une intervention pragmatique sur vos questions, en particulier sur les vaccins et puis les variants, bien sûr. Et puis Stanislas terminera avec là aussi beaucoup de questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, mais ne les posez que par le chat du Zoom, s'il vous plaît. Le formulaire en ligne n'est plus fonctionnel. On essaiera d'en faire remonter le maximum. Bien sûr, malheureusement, le format est un peu contraint, donc nous serons obligés de nous arrêter à 21h, mais si trop de questions demeurent, ne doutez pas qu'on reprogramme éventuellement une seconde édition de la foire aux questions. Voilà, j'en ai trop dit. Encore une fois, merci aux intervenants de ce soir, merci à la technique et puis à tout le monde au Conseil de l'Ordre, Marion, Barbara, Jacques, Arnaud, à la commission communication et tout le monde pour le travail. Simon pour son regard et son humour bienveillant. Non, son regard bienveillant et son humour plutôt décapant. Mais il fait énormément de choses ici et qu'il soit remercié. Et puis les gens de la technique, bien sûr. Allez, je vous laisse et je laisse Laurent commencer. Merci encore infiniment. Eh bien, bonsoir. Merci de nous accueillir et je remercie le Conseil de m'avoir invité pour mettre en avant surtout les questions que tout le monde se pose. Étant, je pense, non infectiologue et non virologue, je me pose peut-être des questions qui sont proches de celles que se posent les gens qui ne sont ni virologues ni infectiologues. Donc j'essaye modestement de faire quelques petites choses depuis un an déjà, le temps passe vite. Donc comme on l'a dit, moi je vais aborder sur un diaporama qui va parler dans un premier temps des anticorps monoclonaux, puisqu'il y a des ATU récemment qui ont été prononcés, faire un petit peu le point sur savoir qu'est-ce que c'est vraiment et qu'est-ce qu'on peut dire de leur indication en pratique réelle. Ensuite, on va éventuellement, je vais peut-être enlever le masque effectivement pour parler, on va éventuellement, je vais parler aussi des vaccins en rappelant un peu les grands principes généraux et surtout pour montrer que les vaccins que nous avons aujourd'hui vont être suivis de probablement beaucoup d'autres
et que donc il est important de bien avoir quelques fondamentaux dès maintenant, parce que sinon on va être noyé dans les informations dans les mois à venir. Et donc ça va balayer au passage un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, comme ça permettra de rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par parler des anticorps monoclonaux. Alors, pour faire un rappel, en gros, il y a eu de choses en trois temps. Il y a eu en premier, mais j'en reparle pas sur les diapos, il y a eu en premier une ATU sur la monothérapie par le bamlanivimab, qui a fait poser un certain nombre de questions à plein de médecins et de spécialistes de l'infectieux en France. Ça a été rapidement suivi par des ATU de cohorte sur les bithérapies dont on va parler, qui elles aussi posent des questions. Donc là, je vais donner les données un petit peu brutes de ce qu'on sait dans les publications, de ce qui a été fait, et il n'y a pas forcément grand-chose pour tout. Et après, on va essayer éventuellement d'en parler avec Stan et Philippe, s'ils veulent intervenir, bien sûr, sur les questionnements que ça nous pose aujourd'hui. Donc, là, on part sur la polythérapie qui comporte le bamlanivimab et l'etesivimab, qui sont deux anticorps monoclonaux dirigés contre des parties différentes des protéines virales du SARS-CoV-2 et qui, en fait, ont été étudiés dans une grande étude à plusieurs phases, en fait, des études maintenant qui sont assez fréquentes, où on fait des phases 2 dans un premier temps, puis on enchaîne directement sur la phase 3. Et on voit même ici qu'il y a une autre phase qui est prévue avec les doses qui ont été retenues dans l'ATU française. Et donc la phase 2, elle, a été publiée en janvier. La phase 3 vient d'être publiée et le rationnel était de donner une polythérapie sur des patients qui étaient des patients a priori ambulatoires, à domicile, avec des formes légères de Covid et chez qui on pouvait éventuellement craindre que ça puisse devenir, en raison des comorbidités, des formes sévères hospitalières. Donc on était vraiment dans une ambiance préhospitalière pour voir si on arrivait à influer sur la courbe. Et quand on regarde les résultats des études, on s'aperçoit que dans la partie en haut, la phase 2 de l'étude Blaze, on a des résultats qui concernent relativement peu de gens, puisqu'on voit qu'on a 156 personnes dans le groupe placebo, et les événements, c'était est-ce qu'il y a hospitalisation et est-ce que, surtout, on fait la charge virale. Et on voit qu'en fait, il y a un effet qui avait été étudié sur les monothérapies à plusieurs doses du produit bamlanivimab et en polythérapie en associant les deux anticorps monoclonaux. Et il a été assez clairement dit et répété que en fait, la monothérapie ne donne pas de résultats significativement intéressants, d'autant qu'on s'intéressait surtout à de la charge virale et pas forcément à ce qui est important pour nous en clinique, c'est-à-dire la mortalité au final et les formes sévères hospitalières. Donc ça, c'est sorti en janvier dans le New England de mémoire, et dans les semaines qui ont suivi, la phase 3 est sortie, mais pas totalement publiée pour l'instant, donc l'article n'est pas disponible. On a juste un compte-rendu de Lilly proprement dit, qui, elle, se base surtout sur la bithérapie qui a justifié l'ATU de cohorte ici, et cette fois-ci qui regarde une association fixe avec 2800 mg de chaque produit, et qui regarde en événement le nombre de morts liés à l'infection Covid. Dans le groupe placebo, il y a eu sur 517 patients 10 décès, et il y en a eu 0 dans le groupe de la polythérapie par anticorps. Et quand on regarde les hospitalisations ou les décès, quelle que soit leur cause, au 29e jour, on a une diminution de 70% en risque relatif. Et donc là, il faut regarder aussi ce que ça concerne. C'est le fait qu'une diminution en risque relatif ne doit pas faire oublier de regarder le chiffre en absolu du nombre d'événements et de voir si l'événement en lui-même est pertinent sur un plan médical, puisque c'est bien que ce soit statistiquement significatif, mais il faut que ça ait une pertinence en termes de pratique.
Donc sur ces éléments qui ont été pour l'instant surtout disponibles en communiqué de presse, on voit la publication qui est parue en début d'année dans le JAMA, c'était pas le New England mais c'était le JAMA, et on voit qu'en fait il n'y a pas d'effet de la monothérapie par le bamlanivimab et qu'il y a un effet significatif de la bithérapie uniquement sur tout ce qui est charge lésionnelle. Et que, en plus, quand on regarde le texte, là c'est en anglais, quelle que soit, de toute façon, la clairance virale ne diffère pas selon les groupes, quel que soit le groupe considéré. Donc en fait, c'est vrai qu'on a du mal à se situer sur cette efficacité, même en polythérapie, puisqu'on s'aperçoit que la clairance virale, telle qu'elle est définie par le protocole lui-même, ne montre pas de différence entre les différents groupes. Et ça, c'est le communiqué de presse avec, là aussi, des effets dont on a parlé tout à l'heure de 70% de baisse dans le nombre d'hospitalisations, de décès à 30 jours, et aucun décès dans le groupe traité, 10 décès dans le groupe placebo, dont 8 étaient étiquetés consécutifs à Covid-19, puisqu'on regardait toutes les causes de décès confondues. Et ça, c'est les seules courbes que l'on a, puisqu'il n'y a pas de publication encore, ce sont celles fournies par Lilly proprement dit. Et ça, c'est des communications qui ont été faites aussi au Virtual CROI en 2020, au mois de mars, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, qui est un congrès qui s'est tenu en virtuel. Donc sur ces éléments, la France a décidé de mettre en place une ATU de cohorte. Et quand on regarde la posologie retenue, c'est une association de 700 mg de bamlanivimab et de 1400 mg d'étésivimab. Et en fait, quand on regarde le protocole, ces doses ne sont pas étudiées dans les protocoles de phase 2 et de phase 3. Elles sont prévues dans une extension du protocole par la suite, mais on n'a encore aucune donnée. Et en fait, ce choix de dose a été fait parce qu'il y a des travaux de pharmacocinétique qui sembleraient montrer qu'à ces doses-là, l'effet de ces anticorps serait identique aux doses de 2800 mg de départ. Mais ça pose quand même un problème méthodologique important. D'autre part, l'autre chose est que quand on regarde la liste, c'est sur l'avis d'ATU, quand on regarde la liste des patients qui sont concernés en France, on a une liste qui n'est pas la même de type de patient que ce qu'on a vu dans l'étude Blaze 1. Ce n'était pas le même profil de patient. Le profil de patient que l'on retient, nous, en France, sont des patients qui sont globalement plus sévères, à risque plus sévère que les patients de l'étude de phase 2-3. Donc en fait, on ne sait pas sur cette population particulière, sur ce sous-ensemble, quelle sera l'efficacité de ce traitement. Ce qui veut dire que il est paru il y a 2 jours un communiqué de la Société de maladies infectieuses de langue française, le SPILF, qui met de grosses réserves sur cette ATU pour ces raisons-là. C'est d'une part, la population n'est pas la même et celle définie en France n'a pas été étudiée clairement dans les protocoles. Les doses n'ont pas été étudiées dans le protocole. Donc en fait, quand on regarde en plus les études qui sont très tournées vers la charge virale, vers les prélèvements au niveau du nez, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en pratique clinique. Et enfin, autre bémol, c'est que quand on regarde les mutations les plus embêtantes, c'est-à-dire les E484, qui sont les mutations japonaises, les mutations brésiliennes, sud-africaines et les quelques hybridations avec l'anglaise qu'on a vues, il est fort probable que cette association d'anticorps ne marche pas, ou en tout cas n'a pas été testée dessus. Il est donc mentionné clairement qu'il faut disposer d'un criblage dans les zones suspectes de forts variants avant de poser l'indication. Et la problématique est encore plus, quelque part, simple pour la deuxième bithérapie, qui était connue à un moment donné sous le nom de RAINCOV-2, qui concerne la casévirimab et l'imdevimab, puisque là, en fait, on a en gros que des résultats intermédiaires de phase 2, et quand on regarde, c'est difficile à voir à l'écran, les courbes à droite, ça concerne en gros essentiellement les charges virales, ce qui n'a une pertinence clinique pour nous, praticiens, un peu compliquée à anticiper sur ce que ça va donner en sévérité de la maladie. Et en plus, on s'aperçoit que la différence de charge virale qui est retenue en faveur de la bithérapie
n'est significative que si les patients chez qui on donne le traitement sont séronégatifs, avec une sérologie négative, lors de l'instauration du traitement. Donc ça filtre encore un certain type de patients qui doivent être séronégatifs quand on démarre le traitement. Et en plus, dans l'étude, là, il n'y a aucun critère clinique. Donc ça fait qu'on a du mal à savoir ce qu'il faut retenir de tout ça. Il y a eu une communication orale lors du dernier congrès du mois de mars dont j'ai parlé, le CROI 2021, qui fait un début de résultats sur les premiers 223 cas placebo et 186 cas traités de l'étude, et qui rapporte une réduction des cas PCR positifs symptomatiques de 100%, et avec, si on regarde tous les cas PCR positifs, symptomatiques ou non, une réduction de 48%. Donc, il semble y avoir sur les premières données, mais ce n'est pas l'ensemble des données, on n'a pas accès aux données, on ne sait pas quoi en faire, qu'il semble y avoir cette fois-ci des éléments cliniques sur l'étude de phase 3 qui est en cours de communication et d'analyse par le sponsor de l'étude. Compte tenu de l'urgence sanitaire, effectivement, il a été décidé pour la même raison de délivrer une ATU de cohorte en France pour cette bithérapie. Et en fait, on reprend exactement les mêmes profils de patients, puisque c'est un copier-coller de l'ATU de cohorte de l'association précédente, avec des patients qui sont vraiment à risque majeur de faire une forme grave, et avec une administration qui doit se faire en intra-hospitalier. Le SPILF émet les mêmes réserves sur les deux types de bithérapie, hein. Il n'y a pas de différence qui est faite entre les deux, puisqu'on n'a aucun élément pour faire de différence clinique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la place est probablement difficile à imaginer. D'ailleurs, on a eu un peu de mal à savoir sur Marseille si on avait accès à ce type de thérapeutique. Il est vraisemblablement possible de le faire à la PHM, mais en tout cas, c'est compliqué à mettre en place, surtout qu'il faut hospitaliser les patients, il faut le faire en hôpital de jour, ça fait une logistique très lourde. Tout ça pour un résultat qui, pour l'instant, est à prendre avec beaucoup de pincettes et qui nécessite en plus une logistique très importante d'organisation, puisqu'il faut éventuellement avoir le criblage, il faut tout avoir, il faut aller vite. Donc c'est vrai que a priori, c'est une histoire qui ne va pas pouvoir être diffusée de façon large, même si on avait des confirmations que ce soit très efficace. On le souhaite. Le problème n'est pas de dire ça marche ou ça ne marche pas, on ne veut pas que ça marche, mais on n'a pas de preuves objectives et ça va être lourd. Ce ne sera pas une solution de masse, de toute façon, pour gérer l'ensemble des patients. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stanislas. Exactement la même chose. Voilà, ce fut bref. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ces bithérapies. Donc je pense qu'il est intéressant avant tout d'en discuter, avec le problème que pour en discuter, il faut aller vite, parce qu'on a 5 jours de délai pour démarrer le traitement. Il faut qu'on ait identifié les structures, peut-être que ça va venir, mais c'est vrai qu'au sein de nos établissements, a priori, on n'a pas mis en place ce genre de choses. Et à la PHM, éventuellement à la conception, on en a parlé sur le groupe WhatsApp médecins, mais ça semble un petit peu compliqué à mettre en place aujourd'hui. Donc on va changer complètement de sujet, faire un rappel sur les vaccins, plutôt sur le mécanisme d'action pour parler des principaux vaccins qui sont ou qui seront disponibles rapidement en Europe. Donc avec principalement un rappel sur les 4 grands types de modes d'action vaccinaux. Je pense que c'est important de bien avoir ça en tête, puisqu'il y a beaucoup de technologies qui sont différentes les unes des autres. Donc on va les passer un petit peu en revue rapidement. Première grande catégorie, c'est les vaccins qui font appel à des techniques dont on a beaucoup entendu parler depuis nos études, puisque c'est soit sur des virus atténués, soit sur des virus inactivés. Sachant que pour l'instant, sur le marché, et pas forcément en Europe, il n'y a que des vaccins à virus inactivés. Ils sont là, c'est les Chinois essentiellement, qui sont sortis. Donc le principe, c'est qu'on inactive avec un composé des virus qui ont été cultivés sur des souches cellulaires, comme la souche Véro, etc., sur des cellules Véro. Et ensuite, on fabrique un vaccin qui va activer la réponse immunitaire. Sur les vaccins atténués, on n'a encore pas de vaccin sorti, il y en a 4 en cours de développement. Et les vaccins inactivés, à virus inactivés, il y en a 18 en tout qui sont en projet, dont celui de la petite start-up française Valnelva,
qui avait fait couler de l'encre en fin d'année, qui est en cours de développement et d'études de phase 3 actuellement, qui devrait donc sortir, si tout va bien, cette année. Ensuite, autre grande catégorie que pour l'instant nous n'avons pas en usage, puisqu'il n'y a pas de vaccin disponible pour l'instant basé là-dessus, c'est les vaccins à base de protéines. En fait, il y a deux types de vaccins essentiellement, soit des sous-unités protéiques, soit des particules pseudovirales. Vous voyez que là, il y a énormément de projets, avec 77 et 20, quasiment une centaine de projets de vaccins à base de protéines. Celui qui va sortir le plus rapidement, c'est l'américain Novavax, l'entreprise, le vaccin Novavax, qui est en fait des glycoprotéines de la protéine Spike. On se base toujours sur cette protéine-là, qui sont cultivées et qui sont encapsulées dans des nanoparticules avec des adjuvants. Donc, on fabrique en grande quantité de la protéine S, on l'encapsule, on met un adjuvant pour augmenter la réponse immunitaire et on l'injecte. Et le futur, si les choses se passent bien, vaccin GSK, Sanofi Pasteur, sera dans cette gamme-là, de ce qu'on appelle les protéines recombinantes. Juste un petit mot en complément. La problématique de ces vaccins à protéines recombinantes, c'est qu'ils nécessitent des installations industrielles quand même assez conséquentes. Et les industriels seront peut-être moins réactifs pour les adapter aux variants circulants qui auraient des protéines spike modifiées. Et puis pour mémoire, histoire que vous replaciez ces technologies avec des choses que vous connaissez, ce type de vaccin, c'est typiquement le vaccin de l'hépatite B qui repose sur l'antigène HBS recombinant. Oui, parce qu'un aspect dont il faudra tenir compte ensuite, c'est la capacité éventuelle d'adaptation rapide de fabrication de nouveaux vaccins pour tenir compte de la nécessité potentielle de devoir se revacciner un jour pour faire des boosts sur des variants. Et là, les technologies ne sont pas toutes équivalentes en termes de réactivité, effectivement. Là, on rentre dans une catégorie qu'on connaît mieux en France et en Europe, puisque nous avons le vaccin Pfizer-BioNTech disponible et Moderna, selon les centres, avec les vaccins à ADN et à ARN. Donc, on rappelle le principe brièvement, c'est de fournir l'ARN ou l'ADN à la cellule humaine, à des cellules humaines, de les injecter et de déclencher donc une transcription soit directe pour le vaccin ARN, soit indirecte après transformation en ARN messager en protéines spike essentiellement, et qui va ensuite être excrétée et traitée par le système immunitaire. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de vaccin ADN disponible, il y en a une vingtaine en cours, et il y a encore beaucoup d'autres vaccins à ARN en cours de développement, dont CureVac et dont l'autre projet Sanofi, puisqu'il y a plusieurs projets chez Sanofi. Donc là, en fait, la différence entre les deux, c'est que l'ARN est plus direct, puisqu'il n'y a pas besoin de le fabriquer à partir de la cellule hôte. Et en fait, le liposome est là pour permettre un transport de l'ARN messager qui est beaucoup plus fragile que l'ADN et qui nécessite d'être protégé pendant son transport. Ce sont des vaccins où il n'y a pas d'adjuvant, la réponse immunitaire est produite directement par la protéine virale fabriquée. Et enfin, la dernière grande catégorie, c'est les vaccins à vecteur viral. Alors là, on est dans le AstraZeneca, Sputnik, Janssen et le chinois CanSino. Avec pour cela, je les ai mis de ce côté parce qu'ils sont à vecteur viral non réplicant. Donc ce sont des adénovirus de chimpanzés pour Astra et humains pour les autres, qui sont non réplicants. Et au sein de leur matériel génétique, on a inséré la séquence génomique de la protéine spike, qui permet ensuite, après transport dans les cellules hôtes, d'être exprimée par transformation en ARN messager, puis fabrication de la protéine. Et pour l'instant, nous n'en avons pas, mais il y a la même technologie qui est faite avec des vecteurs viraux réplicants qui permettent d'avoir une première amplification par une réplication de virus dans le corps humain avant qu'elle soit traitée par le système immunitaire. Donc ceux-là ne sont pas encore disponibles.
La différence essentielle qui peut expliquer peut-être certains problèmes d'effets secondaires est liée au choix de l'adénovirus pour les vecteurs, puisque l'adénovirus de chimpanzé est un adénovirus que nous ne connaissons pas sur le plan immunologique, donc du coup forcément ça déclenche beaucoup de réactions. Ça peut expliquer pourquoi on a beaucoup de réactions dès la première injection d'AstraZeneca et un peu moins dans la deuxième, puisque là on est familiarisé avec ce type de virus. On va finir par peut-être un point sur AstraZeneca, puisque l'actualité est un peu brûlante. Alors, si on regarde, si on élimine les thromboses pour l'instant, pour regarder en termes d'efficacité et de données observationnelles, puisque comme il y a eu un grand chamboulement des indications de ce vaccin, où on a en gros inversé la situation par rapport à il y a 2 semaines, on peut se poser des questions sur quelle est la justification de le réserver, en dehors de la sécurité bien sûr. Est-ce qu'il est justifié pour des raisons d'efficacité de le réserver à des gens de plus de 55 ans ? On avait des premières données britanniques qui avaient été sorties il y a quelques semaines, en février, sur des études de cohorte, en particulier sur les travailleurs de santé et les professionnels de santé britanniques, qui semblaient montrer qu'il y avait dans la sous-population des gens de plus de 65 ans un taux de protection efficace autour d'1 mois après l'injection. Donc ça, c'était les données qu'on avait en cohorte de vie réelle, mais on n'avait pas de données, on le rappelle, dans l'étude de phase 3 européenne, et qui ne comportait pas assez de gens de plus de 55 ans pour pouvoir être conclusive. On attendait donc les données préliminaires de la phase 3 américaine, puisque la FDA avait demandé pour l'inscription du vaccin à ce que des études soient faites sur son sol. Et les données sont sorties un peu de façon chaotique, on va dire, puisqu'il y a eu un premier communiqué de presse il y a 3-4 jours, sans données publiées scientifiques, encore une fois, qui concluait à 79% d'efficacité. Il n'y avait même pas d'intervalle de confiance donné en communiqué de presse pour les cas symptomatiques, 100% de prévention des formes graves. Et on avait un détail sur le fait qu'il y avait 32 000 patients, 141 diagnostics de Covid. Et on avait un petit 20% de patients qui avaient plus de 65 ans avec une efficacité comparable. Et pas d'alerte de sécurité sur les thromboses, puisque ça avait été regardé de façon plus détaillée. Là, le régulateur américain, en tout cas qui s'occupe de vérifier de façon autonome la validité des données transmises, le DSMB, avait dit « oui, mais vos données, elles sont un peu étranges ». Donc ils ont fait une communication un peu surréaliste lundi ou mardi, en disant « nous demandons à Astra de clarifier ces données parce qu'elles ne sont pas claires, on dirait qu'il y a des vieilles données ». Donc ça date de cette nuit à 0h45 GMT. Donc Astra a fait un deuxième communiqué de presse où il a fait un update de ces données. Et là, on voit qu'il y a à peu près une 50aine de cas de Covid supplémentaires, que cette fois-ci, on a un intervalle de confiance avec une efficacité qui est comparable, 79-76, c'est pareil, c'est dans le même intervalle, entre 68 et 82% pour les symptomatiques. Toujours une prévention des hospitalisations et de la mortalité de 100%. Et on a une amélioration quelque part de l'efficacité chez les plus de 65 ans, qui là maintenant est estimée à 85%. La revue de tous les cas n'est pas encore terminée, on est en situation mouvante actuellement. Donc on peut penser que sur des critères purement d'efficacité, on est dans le droit de penser que probablement le vaccin est actif chez les gens de plus de 65 ans. Ce qui peut être une justification à la décision de réserver ce vaccin pour des raisons de sécurité après 55 ans. Et justement, pourquoi le réserve-t-on aux plus de 55 ans maintenant, alors qu'avant, on le faisait chez les moins de 55 ans ? Ça vient bien sûr de la situation des thromboses. On rappelle qu'il y a eu, sur l'évaluation du comité de pharmacovigilance de l'Agence européenne le 18 mars, un rappel qui a été fait sur une étude des cas européens, Union européenne plus Grande-Bretagne. Même s'ils sont sortis de l'Union, ils ont communiqué leurs données. 20 millions de vaccinés, 17 cas de thrombose du sinus veineux, donc de thrombophlébite cérébrale, 7 cas de CIVD et en tout 9 décès. Et quand on regarde la population touchée, on a une grande majorité de femmes et quasiment tous les cas ont moins de 55 ans. Donc en fait, la barrière qui a été mise vient de là, c'est qu'il y a quasiment, je crois qu'il y a eu un cas ou deux sévères après 55 ans,
ce qui justifie le fait de réserver plutôt cela aux gens ayant plus de 55 ans. Quand on regarde la pharmacovigilance française, sur le point du 19 mars, on a 13 cas d'événements thromboemboliques, tous confondus, il y a la liste en dessous, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, 2 cas de thrombophlébite et 4 cas d'AVC ischémique, dont un associé de façon certaine à une CIVD. Donc, et il y a eu dans la presse, il y a 2 jours, le cas d'un étudiant en médecine ou d'un interne de l'Ouest de 24 ans qui est décédé quelques jours après l'injection d'AstraZeneca et dont l'autopsie a révélé qu'il y avait une thrombophlébite également. Quelles seraient les causes? Alors là, on est pour l'instant dans l'expectative. Il y a 2 équipes norvégiennes et allemandes qui auraient mis en évidence des anticorps dirigés contre le complexe héparine protéine PF4, donc avec un mécanisme auto-immun en fait qui s'approche des thrombopénies auto-immunes liées à l'héparine. Mais évidemment, là, c'est très préliminaire. Une autre piste avait été évoquée, celle d'une liaison possible de la protéine spike avec le sulfate d'héparane et une activation du complément. Personnellement, je ne suis pas spécialiste de la question, j'ai du mal à y croire parce que sinon ça se produirait potentiellement aussi pendant l'infection virale. Et pourquoi ça n'arriverait pas avec tous les vaccins, puisque tous les vaccins excrètent au final de la protéine spike, donc ils devraient tous avoir ce genre de problème. Or, on en parlera juste après, avec les vaccins ARN messager en tout cas, il n'y a pas de CIVD pour l'instant décrite, malgré beaucoup de vaccinés. Donc il y a bien quelque chose de différent entre ces vaccins. On peut penser que ce n'est pas lié à la protéine spike en elle-même. D'où la modification du paradigme de vaccination, où on a inversé complètement les choses, puisque maintenant, il n'est pas recommandé, la HAS parle toujours en recommandation, il n'est pas recommandé de vacciner à moins de 55 ans, et le Pfizer doit être préféré dans ces conditions-là. C'est un des derniers DGS urgents qui tombe tous les jours ou 2 fois par jour actuellement, donc c'est un peu difficile à suivre. Pour faire un point complet, situation thrombose pour les ARN messagers, j'ai pris que la France. Il n'y a pas de CIVD, pas de thrombophlébite pour l'instant, quel que soit le vaccin, sachant que le Moderna est beaucoup plus anecdotique que le Pfizer, puisqu'il y a beaucoup moins de vaccinés avec Moderna actuellement. Si vous voulez télécharger les diapos, vous pouvez prendre photo par la méthode qui vous arrange de l'écran et aller à cette adresse, vous aurez le PDF. Donc je ne sais pas s'il y a des commentaires de Philippe ou de Stan sur tout ça. Sur cette partie, non. De toute façon, après, vous verrez dans ma présentation, je rebalaye un certain nombre de choses. Donc je passerai tout ce qui a déjà été dit. Et puis on en profitera pour répondre à des questions plus spécifiques que vous nous avez posées. Merci beaucoup, Laurent. Une petite coupure très rapide pour le temps d'installer en duplex Philippe Alphon pour la suite des événements. J'en profite pour vous redire, sur le Zoom, il y a 2 endroits pour poser les questions. Il y a les Q&R, les questions-réponses, et le chat. S'il vous plaît, posez tout sur le chat plutôt. C'est beaucoup plus facile à gérer pour nous, tout le flux entrant des questions. Je pense que cette présentation a répondu à énormément des questions brûlantes qui se posaient sur la vaccination encore même voilà, sur les jours précédents. Tu as parlé effectivement de ce qui a été rapporté récemment sur cet étudiant. Donc je pense que là, il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été apportées. Je t'en remercie beaucoup, Laurent. Est-ce qu'on est bon, Simon, pour la technique? Oui, on voit même Philippe Alphon. On a le diaporama, on a Philippe Alphon. Eh bien, on va se taire et on va laisser la parole à Philippe. Je voulais vous remercier déjà pour votre invitation. Je vous avais présenté lors d'une précédente session l'aspect un peu diagnostique et virologique. Et comme il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, j'ai choisi de vous traiter d'un sujet d'actualité qui a un impact évidemment sur tout ce qu'on va discuter après. Et Laurent a commencé à discuter de cela, puis Stanislas, mes 2 collègues à l'hôpital européen, continuera sur l'aspect thérapeutique et vaccinal. Et donc aussi profiter pour féliciter Laurent
parce que c'est vrai que tu fais une veille et un travail, comme a dit Christophe, assez incroyable, de réponses extrêmement détaillées, scientifiques, à énormément de choses. Et depuis la neurologie, je l'avais déjà dit, tu es passé à l'infectiologie, à la virologie, à la vaccinologie. Donc, félicitations. Juste pour vous rappeler qu'on avait rappelé la taxonomie du SARS-CoV-2 qu'on connaissait déjà, l'ordre, la famille, la sous-famille, le genre. Et puis, finalement, parmi ces familles des coronaviridés, on s'est aperçu que finalement, on allait descendre à un cran plus bas, le cran notamment du genre, de l'espèce, et puis tout ce qu'on appelait les linkages, où justement, en fait, on s'est aperçu que depuis un certain temps, on va en parler, on est confronté à des variations sur ce virus auxquelles vous allez voir qu'on s'attendait peu à avoir autant de variabilité. Et c'est très surprenant d'un point de vue virologique ce qui se passe. Et c'est bien sûr très difficile à le modéliser et à faire des perspectives sur comment le virus va évoluer. Il y a énormément de travaux de modélisateurs qui essayent de prévoir comment le virus va évoluer. Et c'est quelque chose de très difficile. Je vais essayer de vous, en quelques minutes, essayer de vous faire un petit rappel sur cela. Diapositive suivante. Merci. Alors, juste pour vous rappeler, ce n'est pas pour vous faire un cours de virologie, mais pour vous rappeler simplement que ce virus fait 30 000 paires de bases. Donc, c'est un grand virus, à la différence d'autres virus, comme les virus du VIH ou de l'hépatite C, qui font à peu près 10 000 paires de bases. Et donc, et que lors de sa réplication virale, ben, c'est vrai qu'il peut y avoir, en fait, lors de ce virus sert de template, pour pouvoir faire, grâce à sa polymérase, d'autres brins d'ARN, il peut y avoir des erreurs qui puissent s'incorporer. Et normalement, ces erreurs sont normalement réparées dans le cadre du coronavirus parce qu'il a ce qu'on appelle un système de correction des preuves, et on va le voir. Et en fait, malheureusement, on s'est aperçu que finalement, il n'était pas si efficace que ça et qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui restaient et qui persistaient. Diapositive suivante. Et alors ça aussi, c'est un autre rappel pour vous rappeler aussi la photographie schématique du virus et puis de son interaction avec le récepteur de l'angiotensine entre la protéine spike, donc il comprend deux sous-unités, ES1 et ES2, avec le récepteur ACE2. Et on va voir qu'en fait, des mutations caractéristiques de la spike vont avoir une influence énorme, à la fois sur le plan virologique avec le plan immunitaire. Donc, on va discuter. Diapositive suivante. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, ce brin d'ARN sert de support à cette réplication. Et donc, il y a donc, dans toute l'étape du cycle de réplication virale, dont je ne vais pas refaire puisque vous l'avez vu et revu, mais c'est seulement pour vous dire qu'en fait, lors de ces copies de ce brin d'ARN, en fait, il y a des erreurs qui se font. Et comme vous voyez sur le bas de la diapositive, il y a normalement une exonucléase qui vient faire le travail, une exonucléase qui vient faire le travail nucléotide. En faisant cela, en fait, on évite normalement l'incorporation de modifications et de mutations. Diapositive suivante. Voilà. Donc, on va passer aussi sur la suivante aussi. Merci. Donc, c'est ce que je vous ai dit ici, c'est que réellement, une des caractéristiques de ce coronavirus, c'est cette capacité justement, avec cette nucléase, qui est très rare parmi les virus ARN. Or, on savait que les virus ARN faisaient des mutations, énormément de mutations. Et pour le coronavirus, les expériences qu'on avait avec le SARS-CoV-1 et le MERS virus, on n'avait pas beaucoup de variabilité. Alors, il est vrai que les épidémies étaient de moins grande importance et qu'on n'avait pas un recul si important avec les précédents coronavirus, ni même avec les coronavirus actuellement en circulation qui donnent que des pneumopathies de moins grave importance. Et c'est vrai que là, en fait, on a été tous extrêmement surpris d'un point de vue virologie, puisqu'on attendait beaucoup en fait, de ces systèmes de correction grâce à cette ingénierie que possède ce virus. Et finalement, on s'aperçoit que finalement, cette
protéine n'est pas si efficace et qu'elle laisse passer énormément d'erreurs lors de la réplication du virus. Diapositive suivante. Quelles sont les conséquences? Donc évidemment, les conséquences, c'est que, comme je l'ai dit, c'est qu'on va pouvoir, il va y avoir des mutations qui vont être incorporées. Et à chaque cycle de réplication virale, une mutation peut se produire. Alors là aussi, un peu de sémantique, c'est que normalement, la plupart de ces mutations, elles n'entraînent pas de changement du cadre de lecture, pas de modification de protéines, elles sont appelées silencieuses. Certains changements d'aminoacides peuvent avoir deux conséquences, soit aucune conséquence, ça s'appelle des mutations inertes, soit avoir un impact sur l'immunogénicité du virus, et alors elles peuvent donner au virus, comme on l'a dit, des capacités particulières en termes d'échappement immunitaire, de transmission et de létalité. Diapositive suivante. Et puis, une des problématiques qu'on a rencontrées, c'est finalement la nomenclature des variants. Et au départ, en fait, on a assisté à une stigmatisation des variants lors en fait, des premières descriptions qui étaient faites par zone géographique, là où le variant avait été découvert. C'est comme ça que les premiers variants ont été découverts de Chine, bien sûr, et puis ensuite du Brésil, du Manaus, on a parlé des variants de Manaus, puis d'Afrique du Sud, puis des variants de New York, variant UK, bien sûr, variant breton, hôpital d'Henri Mondor, et puis avec différentes appellations, et puis ensuite, comme on ne voulait pas stigmatiser, on a changé pour appeler pour P1, V1, V2, V3, et puis ensuite linkage, B1, 1.7 et autres linkage. Et évidemment qu'on a du mal à s'y retrouver nous-mêmes, et donc l'OMS est attendu pour annoncer en fait une standardisation de cette nomenclature, justement où on va éviter d'appeler avec des noms de pays ou de villes pour pouvoir essayer d'éviter donc ces nomenclatures. Diapositive suivante. Alors c'est juste pour vous dire qu'en fait on a assisté à un replacement complet en fait des premiers virus qui étaient présents avec cette première mutation D614G qui était présent lors des premières et deuxièmes vagues et qui était finalement assez stable et qui est venu en fait remplacer progressivement les virus sauvages initiaux ou originels. Et en fait, ces premiers virus ont été remplacés par, diapositive suivante, les virus qu'on a actuellement qui circulent. Et donc, on a assisté en fait à trois virus qui ont circulé, dont le premier, le virus UK, dont on va parler. Vous le voyez donc avec son linkage, comme on l'a dit, des mutations particulières et le virus sud-africain et brésilien, qui sont caractérisés, comme vous le voyez, avec des mutations qui sont situées au niveau du récepteur de la binding protéine, donc au niveau du virus, au niveau de la spike. Et donc, aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec donc une nomenclature, comme je vous l'ai dit, et il faut savoir qu'en fait, ces virus présentent des mutations, mais pas seulement au niveau de la spike, on en retrouve dans tout le génome, avec un certain nombre de mutations, parfois des délétions, donc, et avec des mutations qui vont impacter, comme on va le voir, sur trois conséquences: la transmission, le caractère létal, c'est-à-dire la gravité de la maladie, et l'échappement immunitaire. Et pour ces trois virus ces trois variants dont on va parler, qui sont, excusez-moi, font partie du même virus. Alors, si vous devez retenir en fait de tout mon topo une diapositive, je pense que c'est celle-ci. C'est en fait schématiquement l'interaction entre la CE2 et la spike. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Que quand le virus, et en particulier les premiers variants UK ou V1 dans cette nomenclature qui présentent cette mutation, donc N501Y, ça entraînait en fait un binding plus important avec le récepteur et donc une augmentation de la transmission du virus. La mutation, les variants qui comprenaient les mutations sud-africains ou brésiliens présentaient en fait une mutation 484, E484K. Et en fait, cette mutation entraînait un échappement immunitaire significatif, on va le voir un petit peu plus tard, et en particulier quand on se retrouve avec une mutation 417, donc qui va encore plus entraîner un échappement immunitaire. Diapositive suivante. Alors,
Ne retenez pas ça, et simplement en fait que, bien sûr, qu'on répertorie tous ces variants avec un certain nombre de mutations qui sont présentes sur leur génome, pas seulement, comme je vous l'ai dit, au niveau de la spike. Et donc là, c'est un tableau qui a été fait par la Société française de microbiologie et qui est régulièrement updaté au fur et à mesure en fait, que les variants sont décrits et qui deviennent prédominants dans les différentes régions. Diapositive suivante. Comme vous le savez, c'est celui, en fait, les premiers cas ont été décrits aux alentours du 20 septembre, et donc il présente de multiples mutations, et une de ces mutations, comme on l'a dit, est associée à une transmissibilité plus importante, mais non seulement à une transmissibilité, on sait maintenant au moins 2 études qui ont montré que finalement cette mutation entraînait également une gravité de la maladie plus importante, puisqu'au départ, on a attribué en fait le nombre de morts plus important qui était dû à une plus grande transmissibilité. Donc on n'avait pas réellement une notion d'aggravation de la maladie due à cette mutation, mais en fait on sait maintenant que cette mutation est associée à une gravité plus importante et une létalité plus importante. Au moins on a 2 études qui le démontrent. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, en fait, il devient le variant le plus important. Il est diffusé au moins dans 94 pays. Et c'est aujourd'hui une des bonnes nouvelles. C'est parce que, comme on le sait, la plupart des vaccins sont efficaces contre ce variant. Et donc, tant que ce variant circule en fait, avec un très haut niveau, on a une relative protection des vaccins contre ce variant. Et donc, il prend aujourd'hui le pas sur les autres variants dont on va discuter un petit peu plus tard. Diapositive suivante. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il représente environ 70% des virus circulants. Et donc, il est associé à une mortalité plus élevée par rapport au virus historique. Donc une gravité plus importante, certainement par un banning plus importante et donc une agressivité plus importante de ce variant de par cette pénétration, en particulier au niveau des alvéoles pulmonaires. Le variant sud-africain, donc, comme on l'a dit, il a d'abord émergé dans la région du Cap, en Afrique du Sud, en octobre à peu près. Alors là aussi, il y a beaucoup d'hypothèses. Certains disent, comme pour le variant UK, peut-être qu'il serait apparu après une infection chronique chez une personne immunodéprimée. Et en tout cas, ce variant, il présente des mutations 501, mais également 2 mutations qui permettent en fait un échappement immunitaire, la 484 et la 417 dont je vous ai parlé. Et cette circulation de ce virus a entraîné une survague beaucoup plus importante. Et c'est vrai que ce variant, avec l'autre variant dont on va parler, diapositive suivante, il a progressé par contiguïté donc en Afrique du Sud. Et il y a eu de très nombreux cas qui ont été déclarés en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. À ce jour, il y a plus de 48 pays qui rapportent des cas d'infection avec ce variant. Et parfois en Europe, on va le voir, des clusters très actifs qui sont présents. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a des co-circulations de ce virus et aussi des échanges de mutations entre ces différents virus. Le variant brésilien, il a d'abord été détecté chez un touriste japonais au retour d'un voyage en janvier. Et en particulier, il a été extrêmement présent dans une ville à Manaus où malheureusement il y a eu, c'était au départ, c'était une des villes qui nous intéressait énormément, donc capitale de l'Amazonie, où en fait il y avait le taux d'infection un des plus importants. On pensait arriver à une immunité collective puisque 70-75% de la population de Manaus était infectée par le SARS-CoV-2. Et malheureusement, en fait, on a vu apparaître en fait un taux de réinfection très important dans cette population, avec en particulier un mutant qui présentait justement cette mutation 484 et d'autres mutations également, et qui ont complètement échappé aux anticorps de la réponse naturelle, humorale des patients. Et donc c'est évidemment que ce va être particulièrement actuellement. Et à part ces variants, on a bien sûr d'autres variants qui sont décrits, qui présentent à la fois une augmentation du potentiel de transmission, un échappement immunitaire, un variant français, mais également qui a été découvert avec des mutations 501 et 452,
un variant de New York qui présente 484 cas. À ce virus, il y a eu d'autres variants qui ont été découverts. Et puis, dernièrement, un variant breton qui a été découvert dans les départements des Côtes-d'Armor, au Finistère, en Bretagne, associé à une transmissibilité accrue de ce virus par rapport aux souches 2020 et une plus grande fréquence de formes sévères et une plus grande difficulté à être détectée en termes diagnostiques. On va en parler après. Alors, c'est juste pour vous dire, par exemple, à New York actuellement, c'est une évolution du variant new-yorkais. Alors, pourquoi, bien sûr, il est inquiétant? Parce que, comme vous voyez en violet, on a une augmentation de ce variant par rapport simplement au variant qui présente la N501Y. C'est qu'on a donc une augmentation régulière entre novembre et février de ce variant qui présente la mutation E484K, qui est une mutation dont on a parlé, qui est vraiment la mutation qui correspond à l'échappement immunitaire. Diapositive suivante. Alors, en termes de détection des variants, là aussi, il y a eu une technique de référence, on va en parler, qui est le séquençage de tout le génome, avec des techniques de next generation sequencing qui permet de descendre à la profondeur de détection, mais qui prennent du temps et qui sont longues. Et puis, il y a eu aussi des techniques de criblage avec des mutations spécifiques, comme la 501 ou la 484. Mais c'est toujours pareil, on doit d'abord faire un prélèvement, ensuite on doit amplifier, et ensuite on fait un criblage et un séquençage. Une des problématiques, bien sûr, c'est que, alors évidemment, d'un point de vue coût, on n'a pas pu séquencer tous les virus et on a eu un certain retard en France à lancer en fait du séquençage pour avoir une veille épidémiologique pour pouvoir voir quels étaient les virus qui étaient réellement en présence. Et donc a été décidée une stratégie de criblage en regardant certaines mutations particulières. Et actuellement, dans les comptes rendus vous sont rendus non seulement la positivité, mais également si c'est un variant UK ou alors un variant qui peut être potentiellement sud-africain ou brésilien. Il faut juste savoir que ce n'est qu'un criblage. On va voir qu'il y a beaucoup de trous dans le criblage, ce qui pose un réel problème aujourd'hui en termes de diagnostic, de détection de ces variants. Diapositive suivante. Alors, simplement pour vous dire, le gain de transmissibilité de ces virus est associé à un nombre de décès beaucoup plus important sur cette diapositive suivante. Je vais essayer de gagner du temps pour pas trop de temps et pour pouvoir répondre aux questions. En neutralisant après une première infection. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce variant sud-africain et les brésiliens sont très peu sensibles à la fois in vitro et in vivo aux anticorps neutralisants issus de patients qui ont déjà fait un Covid, et ça a été parfaitement démontré parmi les réinfections qui ont eu lieu, en particulier, dont je vous ai parlé à Manaus et dans d'autres régions également. Et donc, et ce phénomène a été surtout marqué chez les sujets de plus de 65 ans. Diapositive suivante. Par rapport à la sensibilité aux anticorps monoclonaux thérapeutiques, Laurent en a parlé, et donc bien sûr qu'il y a un phénomène compétitif qui peut être réduit face à ces souches dont l'affinité pour le récepteur est augmentée. Et donc la question de l'efficacité ou non de ces anticorps, elle pose une vraie question, et se pose même une question de recommandation de testing des variants à administration. Toute la problématique de cela qui est très difficile à faire en pratique, c'est que réellement, pour pouvoir faire réellement un séquençage de ces variants, ça prend un temps qui est ce qu'il est au minimum de 3 jours. Et de l'autre côté, il faut rapidement traiter les patients avec ces anticorps. Donc c'est très difficile à la fois avoir un screening en temps réel pour un patient donné. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on sait qu'on a une diminution, voire une perte d'activité donc de ces anticorps monoclonaux, à la fois avec le bamlanivimab de Eli Lilly, alors qu'il est bien contenu sur le variant UK, mais avec une diminution très forte sur le variant sud-africain ou brésilien. C'est à peu près pareil pour le cocktail, et également pour le remdesivimab de Celltrion. Et donc, aujourd'hui, certainement que la combinaison de deux va faire mieux que un sur ces variants. Mais là aussi, on a besoin de données complémentaires. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec des zones où on a plus de 10% de variants sud-africains,
où on est entre 5 et 10% actuellement en France, selon les régions de circulation de ces virus, on peut vraiment se poser la question de l'utilité aujourd'hui de ces traitements dans des zones où il y a une circulation importante de ces variants. Là, par rapport à la sensibilité au vaccin, globalement, c'est qu'on a une très bonne efficacité des vaccins contre les variants UK, appelés UK, et une diminution assez importante, voire très importante selon les vaccins, avec les vaccins ARN, où on a peu de données, on a beaucoup de données in vitro, où en fait on a testé donc les anticorps produits contre des virus in vitro qui présentaient ces mutations, et on voit qu'on a une diminution très importante, pas nulle, mais très importante de l'efficacité des vaccins ARN. C'est bien pour ça qu'il y a des boosts de vaccins présentant donc adaptés aux variants qui sont en préparation en phase 2. Et lors des essais cliniques en Afrique du Sud, on sent le vaccin AstraZeneca, alors là c'est une diminution très drastique de l'efficacité à plus de 80-90%. Donc c'est pour ça que l'Afrique du Sud n'a pas retenu le vaccin AstraZeneca pour sa campagne de vaccination. Aujourd'hui, le vaccin Novavax a une sensibilité diminuée de 50%, et le vaccin SEN a une protection de 85% contre les formes sévères. Là aussi, on a peu de données, et on a très peu de données sur le vaccin russe ou chinois. Diapositive suivante. Alors voilà, c'est juste un petit résumé qui a été fait sur une publication qui vient de sortir, qui résume un petit peu ce que je vous ai dit sur à la fois la partie vaccinale et la partie avec les anticorps monoclonaux utilisés, avec ces 3 variants principaux. Diapositive suivante. J'ai presque fini, je vais essayer d'accélérer. Alors, on fait actuellement une expérimentation, c'est un suivi épidémiologique des variants du SARS-CoV-2 à Marseille. C'est un projet soutenu par la RS-PACA. Je voulais partager avec vous les premiers résultats, puisqu'en fait, on fait une veille épidémiologique toutes les semaines pour regarder un petit peu la circulation avec du séquençage, pour voir ce qui se passe réellement, pour aller de manière un peu plus profonde que le criblage. Diapositive suivante. Alors, c'est juste pour vous rappeler, actuellement en PACA, on a plus de 75% de variants UK, et on a entre 1 à 10% de ces variants sur un département, comme je vous l'ai dit. Diapositive suivante. Donc, si on compare simplement si on compare la RT-PCR avec le NGS, on peut percevoir que malheureusement, en fait, on a un certain nombre de mauvais criblages qui sont faits, avec à la fois des virus qui sont classés sauvages, alors qu'ils devraient être classés en sud-africain ou brésilien, et inversement, en fait, on a des virus qui étaient classés wild type et qui sont inversement sud-africains ou brésiliens. Et donc, ça pose un problème, en fait, de toutes ces techniques de criblage, quand on regarde une mutation donnée qui ne sont absolument pas adaptées pour pouvoir avoir un séquençage précis et qui laisse passer un certain nombre de variants au travers du criblage qui sont faits actuellement en France, avec toutes les techniques qui sont utilisées, avec tous les différents kits qui sont faits. Diapositive suivante. Alors, c'est juste pour vous dire, voilà, par arrondissement, on arrive à regarder un petit peu la distribution. Et par exemple, dans le 14e arrondissement, sans stigmatiser aucune population, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de variants sud-africains et ou brésiliens qui est présent dans le 14e arrondissement que dans d'autres secteurs. Et évidemment, on est en train de regarder ça de manière approfondie. Et ça nous permet de regarder, d'avoir une carte épidémiologique dans le département pour pouvoir regarder de manière précise ces différents variants. Diapositive suivante. Et par exemple, vous avez dû entendre parler du variant d'Henri Mondor. Et là, par exemple, aux alentours d'une cité, à Aubagne, on a pu identifier une première famille, puis après 4 personnes, puis en fait, dans la cité, on s'est aperçu que voilà, on a ce fameux variant qui a été premier décrit, alors évidemment avec une nomenclature particulière, qui présentait des mutations particulières, le variant d'Henri Mondor qui est présent. Voilà, diapositive suivante, je crois que j'ai presque fini.
Alors, juste en conclusion, il y a des questions. Est-ce que la cohésion des variants, est-ce qu'elle sera possible sur une longue période? Est-ce que finalement, la bonne nouvelle, c'est que ce variant UK, ça va être un frein virologique pour le développement des autres? Ou alors, inversement, est-ce que le variant avec la mutation 484, est-ce qu'il peut devenir dominant? Et bien sûr, il y a des questions qui se posent à l'échelon planétaire. C'est soit un besoin de boost des vaccins, ou alors de vaccins qui vont couvrir d'autres protéines que la spike. Et donc, ce sont des vraies questions. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les vaccins ARN, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, pour fabriquer d'autres vaccins, c'est comme ça qu'en fait, à la fois Moderna et Pfizer sont déjà en train de préparer la nouvelle vague, le nouveau boost vaccinal qui aura pris contre un certain nombre de variants. Et donc, ce sont des questions majeures auxquelles on est confronté actuellement. Et pour ma dernière slide, voilà. C'est, en conclusion, le principal message, c'est une plus grande transmission virale, un risque d'échappement immunitaire et de réinfection, un risque d'échappement vaccinal, une résistance possible aux traitements basés sur les anticorps, une moins bonne détection à RT-PCR, une plus grande mortalité. Et surtout, en fait, ça nécessite une surveillance épidémiologique moléculaire en temps réel. Et c'est ce qu'on essaie de faire, pas que nous, mais il y a aussi à l'IHU, à Nice et à Toulon, et en France aussi, pour pouvoir regarder ça en temps réel. Voilà, je vous remercie, et puis je répondrai après avec Stan et Laurent aux différentes questions. Voilà, excusez-nous pour ces petits soucis techniques qui sont dus aux aléas du direct et de la distance à laquelle est Philippe. On le remercie infiniment parce que là aussi, je crois qu'il a répondu à énormément de questions, notamment sur l'évolution de l'efficacité de la vaccination avec l'apparition des nouveaux variants. C'était beaucoup de questions que vous nous posiez. Le temps de partager l'écran de Stanislas, c'est fait et je lui laisse la parole. Merci encore. Bonsoir, merci beaucoup au Conseil départemental pour cette nouvelle invitation. Je vais tenter d'aborder les réponses au reste de vos questions dans les 22 minutes qui nous restent jusqu'à 21h. Je précise tout simplement que j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie, ou quasiment pas. Enfin, ça fait belle lurette que j'ai pu manger de petits fours. Tout ça est aisément vérifiable sur Eurofordox ou transparencesanté.gouv. Et donc, bien entendu, tout ce que je dirai ensuite dans le cadre de la réponse aux questions sur les traitements et sur les vaccins n'engage que moi, n'engage pas l'hôpital européen pour lequel je travaille évidemment. Alors, juste quelques éléments très rapides de diagnostic afin de répondre à certaines de vos questions, notamment des questions sur des histoires de syndrome évocateur de Covid avec PCR négative. Je rappelle que la sensibilité de la PCR, elle est de 70 à 80%. Ce qui veut bien dire que ce test-là peut facilement passer à côté du diagnostic. Et quand il y a vraiment une suspicion clinique de Covid-19, il ne faut pas hésiter à répéter les PCR toutes les 48 heures, par exemple. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire une sérologie quand les symptômes évoluent depuis plus de 7 jours dans le cadre d'un diagnostic de rattrapage. Philippe vous l'a dit, le variant breton, on en a entendu parler. Ce qui était étonnant, c'est que les PCR étaient négatives chez plusieurs de ces patients. C'était vraisemblablement parce que les charges virales au niveau oropharyngé, nasopharyngé étaient probablement moins importantes qu'avec les variants habituels. Ce n'était pas une erreur de PCR, ce n'était pas le fait que les techniques n'étaient pas capables de le diagnostiquer, c'était probablement un problème plutôt de charge virale. Un mot sur les trodes antigéniques sur écouvillon nasopharyngé. Alors là, il y a des grosses variations de sensibilité selon les tests commercialisés, puisque ça va de 32 à 62% tout venant, on va dire. Ça dépend évidemment de la charge virale au niveau nasopharyngé, et donc ça dépend du moment auquel on fait le prélèvement. De façon connexe, de manière connexe, on peut dire un mot sur ces fameux autotests là, dont on commence à entendre parler depuis maintenant 2-3 semaines, après leur commercialisation en Allemagne
dans des magasins de hard discount comme Aldi, et leur autorisation toute récente par la HAS. J'ai eu beau chercher ces derniers jours activement, je n'ai pas encore trouvé d'évaluation scientifique publiée des caractéristiques intrinsèques de ces tests. On rappelle le principe, c'est du test antigénique, ça ressemble à ça, sauf que ça se fait sur écouvillon nasal. Plus besoin d'enfoncer l'écouvillon jusqu'au fond du nasopharynx. Un écouvillonnage nasal, alors un peu profond, jusqu'à ce qu'on bute sur les premiers cornets, suffit. Ce qui rend justement du coup ces tests réalisables de manière autonome par les patients. Alors je crois que c'est l'Institut Robert Koch en Allemagne qui a fait un communiqué de presse il y a quelques jours pour dire qu'ils avaient évalué ça. C'était intéressant. La sensibilité, elle semble être de l'ordre de 50%. Peut-être moins si jamais le prélèvement est pas très bien fait. Mais voilà, on attend vraiment des informations complémentaires. Évidemment, ça n'aura aucun intérêt, je pense, dans le cadre de la pratique de la médecine. Le seul intérêt que ça peut avoir, c'est d'essayer d'inciter les gens à s'auto-tester avant des rassemblements familiaux, en se disant que finalement, il vaut mieux ça que rien du tout, et que finalement, en multipliant les occasions de réalisation de tests, eh bien, on peut peut-être compenser une mauvaise sensibilité par la multiplication des tests et au final rattraper un certain nombre de cas. On pourrait dire également un mot des tests salivaires très rapidement. Il y en a plusieurs systèmes. Il y a des tests salivaires qui se font par RT-PCR. Donc, au lieu d'envoyer un écouvillon nasopharyngé au laboratoire, on peut envoyer un prélèvement de salive. Philippe pourrait en parler. Ils ont monté la technique à Alphabio. Ils sont en train de l'expérimenter. Elle n'est pas encore disponible en pratique courante. Mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Moi, je pense notamment dans nos hôpitaux où on a de temps en temps des clusters dans certains services et où du coup on teste les professionnels de santé de manière régulière, peut-être trop régulière à leur goût, et on peut le comprendre. Avoir un écouvillon nasopharyngé tous les 15 jours parce que il y a encore un cas positif dans votre service, même s'il était en période d'incubation, c'est quand même très problématique. Et donc dans ces situations-là, pour des questions d'acceptabilité, je pense que les tests salivaires pourraient être particulièrement intéressants. Pareil, et ça on y réfléchit également, dans le cadre de dépistage un peu tous azimuts dans des quartiers où il a été démontré par analyse épidémiologique que le virus circule de manière très active. L'ARS demande au médiateur Medilac, et je vous avais dit un petit mot la dernière fois du projet Coresan qu'on a monté à l'hôpital européen avec des financements de l'ARS, qui vise à améliorer le dépistage en allant vers les gens, qui vise à améliorer le contact tracing, qui vise à améliorer à accompagner les gens dans leur isolement. Donc l'ARS demande aux équipes Medilac d'aller renforcer le dépistage dans les quartiers où il y a un sous-dépistage. Et par exemple, on sait que les arrondissements des quartiers nord et du centre-ville de Marseille, 2e, 3e arrondissement, sont sous-dépistés. Eh bien, très souvent, on se heurte en fait, à un refus des gens chez lesquels on va faire du porte-à-porte. Vous leur proposez un écouvillon nasopharyngé, ils n'ont pas envie, on peut les comprendre s'ils ne se plaignent de rien. Et là, clairement, un écouvillon nasopharyngé, un écouvillon soit nasal antérieur avec un autotest, soit un prélèvement salivaire pourrait certainement améliorer l'acceptabilité et augmenter le taux de dépistage. Alors, nous avez posé plusieurs questions sur la sérologie. Pour mémoire, il faut vraiment demander une sérologie IgM et IgG au laboratoire. Les sérologies en test rapide, comme on en trouve dans les pharmacies, de mon point de vue, ça ne vaut pas grand-chose et je pense qu'il ne faut pas le faire. C'est intéressant pour faire du diagnostic de rattrapage quand on a un patient qui a eu des symptômes évocateurs de Covid, mais pour lesquels les PCR sont restées négatives, ou les tests antigéniques. Donc dans ces cas-là, à plus de 7 jours de début des symptômes, la sérologie peut nous aider et nous aide régulièrement à rattraper des diagnostics de Covid. Faire de la sérologie comme ça pour savoir si on est protégé, c'est une mauvaise idée.
puisque le corrélat de protection d'une sérologie positive est très mal établi. Ce n'est pas parce que vous avez une sérologie positive que vous avez des anticorps neutralisants, et puis ce n'est pas parce que vous avez une sérologie négative que vous n'avez pas une excellente immunité cellulaire. Et le problème, c'est que les anticorps neutralisants et l'immunité cellulaire ne sont pas étudiés en routine dans les laboratoires. Il s'agit d'analyses qui relèvent de la recherche. Et donc au final, je ne trouve pas très intéressant de faire une sérologie. J'ai eu le Covid l'année dernière, je n'ai jamais fait de sérologie parce que finalement, je ne saurais pas quoi en attendre. Alors, quelques mots de prise en charge médicale. Vous nous avez posé plusieurs questions sur la prise en charge médicale en amont de l'hôpital, et notamment la prise en charge médicale précoce. Alors, prescription systématique, le paracétamol pour lutter contre la fièvre, les courbatures, ça va de soi. À discuter, il y a les HBPM. Il y a un manque clairement d'évidence, il n'y a pas eu d'essai randomisé à ma connaissance des HBPM en amont de l'hôpital, en tout cas de haut niveau de preuve, mais ça paraît très intéressant quand on a un facteur de risque thromboembolique important comme l'alitement, un cancer en cours de traitement, des antécédents thromboemboliques ou un traumatisme récent, quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre, il aura déjà des HBPM, vous me direz, mais qui a eu une ostéosynthèse quand même assez récente ou une chirurgie récente, ça paraît intéressant. L'indication peut être également complétée avec une prescription d'un bilan biologique avec le dosage de la CRP. Si la CRP est très élevée, ce serait un argument supplémentaire pour démarrer un traitement anticoagulant. Et en général, en tout cas à domicile, on fait enoxaparine 0,4 ml par 24 heures. Mais on peut également monter les doses si les patients cumulent les facteurs de risque. L'antibiothérapie, elle n'est indiquée que s'il y a une forte suspicion de pneumopathie bactérienne. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les surinfections bactériennes dans le Covid sont excessivement rares. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Alors d'abord, il y a eu des études, et puis on le voit, nous, au quotidien, chez des patients qui sont transférés en réanimation. La première chose que font les réanimateurs, c'est de les faire cracher, ou quand ils les intubent, de faire un lavage broncho-alvéolaire. Et on ne trouve que très rarement des surinfections bactériennes. Alors c'est un peu moins vrai depuis qu'on a systématisé l'utilisation de la corticothérapie en amont de la réanimation, puisque peut-être que la corticothérapie augmente le risque de surinfection. Le zinc, moi je le classe dans la catégorie des traitements qui sont encore en cours d'évaluation. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un effet viral qui a été identifié in vitro, mais pour l'obtenir in vivo, on aurait besoin de doses en fait probablement toxiques, d'après les modélisations de pharmacocinétique. On connaît le rôle du zinc dans l'immunité, c'est un traitement qui est recommandé très très couramment dans les pays du Sud chez les enfants dénutris ou de manière systématique chez les enfants qui présentent des diarrhées aiguës. Pareil pour le choléra par exemple. Certaines études observationnelles suggèrent qu'une hypozincémie pourrait être associée à une augmentation de la sévérité des cas de Covid. Alors il y a 54 études sur Clinical Trials. Il n'y a pas grand-chose en réalité de publié sur l'efficacité du zinc, mais compte tenu finalement de l'innocuité de ce traitement, on pourrait se demander si la balance bénéfice-risque n'est pas de toute façon favorable. Après tout, ça ne mange pas de pain de grignoter un peu de zinc pendant quelques jours, tant que les doses restent raisonnables. Pour la vitamine C, c'est un peu le même débat, c'est toujours en cours d'évaluation de mon point de vue. Il a été évalué inefficace dans une étude américaine multicentrique randomisée ouverte. Puis là, je vous ai mis les résultats d'une méta-analyse qui est disponible sur MetaCovid-19, où vous voyez globalement qu'il n'y a rien de significatif, peut-être parce que les effectifs sont trop petits.
Ivermectine, je pense que c'est également toujours en cours d'évaluation. C'est pour l'instant pas recommandé puisqu'on a des études observationnelles et de petits essais cliniques aux résultats assez contrastés et contradictoires. Vous le voyez pareil sur cette méta-analyse, il n'y a rien qui sort de manière spectaculaire. Alors bon, ceci dit, on connaît l'innocuité ou en tout cas la bonne tolérance de l'ivermectine, qui est un traitement antiparasitaire qui est très très largement utilisé dans les pays du Sud évidemment. C'est le traitement de l'anguillulose, c'est le traitement des filarioses, notamment de l'onchocercose. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas de place aujourd'hui, en tout cas en France, pour une prescription systématique d'ivermectine. Pareil pour la vitamine D. C'est pour l'instant non recommandé. Pareil, des études aux résultats contradictoires, des méta-analyses qui ne montrent pas de signal évident. Un certain nombre d'études qui sont en cours. Vous voyez qu'il y en a 58 par exemple enregistrées sur Clinical Trials. Et puis à chaque fois, là, je vous ai mis les liens vers des revues de la littérature qui sont faites par les hôpitaux de Genève. Alors on vous fera passer le PowerPoint et vous verrez, vous pourrez cliquer et vous arriverez directement sur les revues de la littérature faites et actualisées par les hôpitaux de Genève. Non indiqué, clairement pour moi, l'aspirine. Notamment du fait du risque non négligeable de syndrome de Rey dans les infections virales et puis du risque hémorragique. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de publié qui donne envie de le prescrire. On ne va pas revenir sur le sujet qui a très très largement été vu la dernière fois et puis je pense que c'est maintenant complètement obsolète de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Malheureusement, ça ne marche pas en préhospitalier, chez les patients en unité conventionnelle, chez les patients hospitalisés en réanimation. Ça ne marche pas sur la clairance virale, ça ne marche pas sur la mortalité, ça ne marche pas sur la progression de la maladie. Et puis, ce n'est pas dénué d'effets secondaires, même si ils sont rarement catastrophiques. Donc en service, je vais pas détailler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà un peu ce qu'on fait nous. Donc en gros, si je devais donner un message, c'est anticoagulation, corticoïdes systématiques. Peut-être une évolution par rapport au dernier topo que j'avais fait, c'est le tocilizumab qui est revenu au devant de la scène suite à la grosse étude, aux gros essais cliniques britanniques. Maintenant, le tocilizumab peut se discuter quand on a des patients qui s'aggravent, donc qui sont en amont de la réanimation, qui sont hospitalisés sous oxygénothérapie et qui s'aggravent malgré une corticothérapie et en association avec un syndrome inflammatoire important. Quand on est sûr qu'ils n'ont pas d'infection bactérienne active, nous on commence à discuter le tocilizumab, mais pour être honnête avec vous, on ne l'a pas prescrit ces derniers temps, notamment en particulier depuis les résultats de la dernière étude. Alors on va poursuivre les questions sur les vaccins. Je vais passer très très rapidement là-dessus puisque Laurent en a très très largement parlé déjà sur les différents types de vaccins. Comme un truc qu'il faut noter, et je trouve que ça vaut la peine d'être rappelé, c'est que le vaccin AstraZeneca, il est quand même vendu à prix coûtant, 2,50 € la dose, dans le cadre du partenariat qu'ils avaient fait avec Oxford. Donc encore une fois, je n'ai aucun lien avec AstraZeneca, mais je trouve que ça fait du bien quand même, dans un contexte de crise sanitaire, de rappeler ce type d'information. Alors, comparaison des vaccins, en gros le benchmarking, il y a plusieurs questions qui nous ont été posées à ce sujet. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que comparer les vaccins, c'est un exercice qui est super difficile, puisque finalement, il n'y a pas d'études, ou quasiment aucune, qui compare directement les vaccins. Parce que les populations incluses dans les essais cliniques ne sont pas forcément comparables et que ces vaccins, et qu'en plus les outcomes ne sont pas tous comparables non plus. Donc si je devais résumer, moi je dirais que les vaccins ARN semblent globalement un peu plus efficaces que les vaccins à vecteur adénoviral et notamment le vaccin AstraZeneca dont on dispose à l'heure actuelle. Même si, donc Laurent vous a beaucoup parlé des essais cliniques, on commence à avoir quand même des grosses études observationnelles qui ont été publiées. Alors je ne suis pas un ayatollah des essais cliniques, je pense qu'il y a vraiment de la place pour les études observationnelles, notamment en vaccinologie, puisque après c'est toujours intéressant de voir
comment la mise à l'échelle et comment la mise en place d'une vaccination de masse sur la totalité d'une population se comporte. Et on a des grosses études qui sont déjà sorties, là, hein, l'étude israélienne sur la première dose, l'étude écossaise sur la première dose également. Alors ceci dit, je crois que c'est qu'un préprint, hein, pour l'instant, à ma connaissance. Il y a également un préprint sur la première dose en Angleterre. Et en gros, ça confirme globalement la très bonne efficacité de ces vaccins, sous réserve d'un certain nombre de biais, hein, puisqu'à chaque fois il s'agit de comparer le risque de Covid chez les personnes qui sont venues se faire vacciner avec le risque de Covid chez les personnes qui ne sont pas venues se faire vacciner. Rien ne nous dit que ces deux populations soient strictement comparables. Donc il y a toujours un risque de biais, mais voilà, cette réserve mise à part, on a quand même affaire à des études de très 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 grande ampleur, avec plusieurs millions de personnes vaccinées à chaque fois, qui donnent des informations très intéressantes. Et par exemple, dans l'étude écossaise, vaccination à une dose, il y avait une meilleure efficacité sur les hospitalisations du vaccin AstraZeneca que du vaccin Pfizer. Donc voilà. Après, il va falloir voir effectivement avec l'accumulation des données ce qu'il en ressort. Donc difficile pour l'instant d'y voir très très clair. Vous nous avez posé des tas de questions sur les contre-indications. Donc le Pfizer et le Moderna, en gros, c'est anaphylaxie prouvée au polyéthylène glycol ou au polysorbate. Puisque le polysorbate est un composant de la microparticule lipidique qui encapsule en gros l'ARN messager de ces vaccins. Et donc s'il y a une allergie prouvée, clairement ça contre-indique la vaccination avec ces vaccins ARN. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à mon avis à adresser les patients à un allergologue, mais je vais revenir là-dessus juste après. Pour le vaccin AstraZeneca, donc on en a déjà parlé, c'est l'âge, et puis en cas d'hypersensibilité. Puis pour le vaccin Johnson & Johnson qui devrait arriver prochainement, peut-être d'ici la fin du mois d'avril, c'est pour l'instant la même chose. Alors vous nous avez posé des questions sur la gestion de l'allergie. Je ne vais pas détailler, mais il y a des recommandations qui ont été faites par la Société française d'allergologie qui sont très très claires. En cas d'antécédent d'allergie au polyéthylène glycol, on contre-indique la vaccination, ça c'est sûr. En cas d'anaphylaxie avec d'une autre origine, ce n'est pas une contre-indication formelle. Par sécurité, on peut adresser les patients à un allergologue. En cas d'œdème de Quincke ou d'allergie un peu sévère, pas très claire, on peut toujours prendre les précautions de perfuser les patients. Donc c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois au centre de vaccination de l'hôpital européen. Et puis de toute façon, on n'hésite pas à prolonger la surveillance de ces malades jusqu'à 30 minutes après l'injection. Ça, c'est une autre recommandation d'allergologie faite par des professeurs d'allergologie de l'hôpital Thonon. Qui sont plus complètes, mais voilà, vous y trouverez certainement un certain nombre de réponses à vos questions. Alors, ça, je ne vais pas détailler non plus, puisque Laurent en a déjà parlé, mais il y avait notamment l'un d'entre vous qui nous interrogeait sur la liste des effets secondaires téléchargeables sur le site de la pharmacovigilance britannique. Je vous ai mis le lien, là, c'est la MHRA. Effectivement, quand on voit le listing des effets secondaires rapportés, ça peut faire frémir, il y en a beaucoup. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est des effets secondaires qui sont rapportés de manière automatique et spontanée par les gens, ce qu'ils appellent la yellow card. C'est sur Internet. Vous avez un accident de la route le lendemain de la vaccination ou en rentrant du centre de vaccination, vous pouvez déclarer accident de la route. S'il y a plein d'accidents de la route qui sont déclarés, on pourra légitimement se poser la question, peut-être de troubles de la vigilance en post-vaccination, et peut-être que derrière, ça pourra donner lieu à des enquêtes particulières. Ce qu'on peut regretter sur le site de la pharmacovigilance britannique, c'est qu'il n'y a pas trop de détails, je trouve, sur les principaux signaux, ce qui n'est pas le cas sur le site de la NSM, qui, de manière hebdomadaire, comme vous le disait Laurent, synthétise les effets secondaires, et puis surtout, de manière très intéressante, les commente.
Et vous voyez, à chaque fois il y a des détails sur l'histoire clinique des malades les plus problématiques, qui ont fait les effets secondaires les plus inquiétants. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour nourrir la réflexion, et puis pour ne pas se laisser embarquer dans la folie des chiffres, parce que finalement, des accidents de la route, il en arrive tous les jours, et pour répondre à la question de l'une d'entre vous, des cécités brutales, il en existe également tous les jours, et donc la question du lien entre la vaccination et la cécité nécessite de comparer ça aux risques habituels. Donc moi je ne suis pas compétent en pharmacovigilance pour répondre à ça, mais j'ai relativement confiance quand même dans les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Je trouve qu'on a quand même un système qui, de ce point de vue-là, paraît relativement transparent quand on voit le nombre d'effets indésirables notifiés et le fait que ce soit librement accessible sur les sites des ministères concernés. Alors les indications vaccinales, en gros, moins de 55 ans, c'est clair que maintenant, c'est les vaccins ARN. Chez les personnes très âgées, ou les personnes qui sont à très très haut risque de formes graves parce qu'ils sont immunodéprimés ou qui cumulent les défaillances d'organes, je pense que là aussi, il faut probablement privilégier un vaccin ARN. Chez les autres, eh bien, finalement, on a le choix. Vous nous avez posé la question de la vaccination chez les femmes enceintes. Alors, soyons clairs, il n'y a pas d'études de l'innocuité des vaccins chez les femmes enceintes. Il y a eu des études chez l'animal avec les vaccins ARN qui sont rassurantes. Donc quand on a une femme enceinte qui présente des comorbidités la rendant à haut risque de formes graves de Covid, ou alors une femme enceinte qui est à très haut risque d'attraper le Covid pour des raisons professionnelles par exemple, la vaccination peut se discuter. Et dans ce cas-là, je pense que pour l'instant, en attendant davantage d'informations des vaccins à vecteur adénoviral, il faut privilégier les vaccins ARN messagers. Pour les patients qui sont sous immunomodulateurs ou biothérapie, probablement que là aussi, il faut privilégier les vaccins ARN messagers. En tout cas, c'est ce que nous dit par exemple la Société française de rhumatologie. Un petit mot sur le rituximab, qui est donc une immunothérapie qui est active directement sur les lymphocytes B, puisque c'est un anti-CD20. Si vous avez un patient qui est sous rituximab et que vous ne pouvez pas le remplacer transitoirement par un autre traitement immunosuppresseur, eh ben, il faut vacciner quand même évidemment, tout en sachant que l'efficacité sera peut-être moins bonne. En cas de maladie auto-immune, on ne sait pas, on n'a pas de recours. Peut-être qu'il faut privilégier un vaccin ARN messager pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure sur les risques de thrombopénie auto-immune, entre guillemets, ou en tout cas de mécanismes immunologiques liés au vaccin AstraZeneca. En cas d'antécédent de Covid confirmé symptomatique ou non d'ailleurs, chez l'immunocompétent, la recommandation actuelle, c'est une vaccination à une dose entre 3 et 6 mois, et plutôt proche de 6 mois que de 3 mois. Alors, vous nous avez demandé, mais alors on fait quoi pour les patients qui ont eu un Covid il y a par exemple 9 mois Alors, pour l'instant, il n'y a pas de recours très clair. En tout cas, nous, après en avoir discuté entre nous, et notamment avec une consoeur à nous, qui est Julie Allemand, qui est la responsable du centre de vaccination de l'hôpital européen, qui est vaccinologue, ce qu'on a décidé, c'est de faire une dose. Mais de faire 2 doses quand même pour les patients dont l'antécédent de Covid remonte à plus d'1 an. Chez l'immunodéprimé, par contre, en cas d'antécédent de Covid, il nous est recommandé de faire 2 doses. Et puis dans ce cas-là, parce qu'ils sont immunodéprimés, de privilégier plutôt un vaccin à ARN messager. Et puis pour les patients qui ont un antécédent de Covid confirmé et qui ont déjà été vaccinés à une dose, quand est-ce qu'il faut faire la revaccination pour ça, on attend la question. Pareil pour les recommandations de la HAS. Pareil pour les patients, pour ceux d'entre vous qui ont déjà reçu une dose d'AstraZeneca et qui ont moins de 55 ans et qui du coup se demandent qu'est-ce que je vais faire. Là également, la HAS nous a promis des recommandations très très rapides. Et puis il y a au Royaume-Uni un essai clinique qui a démarré qui évalue l'efficacité vaccinale de schémas panachés.
Par exemple, commencer par un vaccin ARN en première dose, puis de faire un vaccin AstraZeneca en deuxième dose, ou l'inverse. Donc on aura des informations très certainement là-dessus dans les semaines à venir. Pour les enfants, des essais cliniques ont démarré aux États-Unis avec les vaccins ARN. Vous nous avez également demandé s'il était possible d'injecter concomitamment un vaccin anti-Covid avec un autre vaccin. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait très couramment dans le cadre de la vaccination du voyageur. On a des gens qui viennent nous voir en disant bah voilà, je pars au Congo dans 2 semaines. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut faire la fièvre jaune, l'hépatite A, l'hépatite B, la typhoïde, etc. etc. Par expérience, on n'hésite pas à faire jusqu'à 4 vaccins le même jour. Alors les gens repartent trouver un peu de partout, mais ça se passe bien. On pourrait se dire, tiens, on pourrait faire la même chose avec la fièvre jaune, avec le Covid-19 pardon. Pour l'instant, on préfère pas le faire pour des raisons évidentes de pharmacovigilance, de façon à pas brouiller le suivi de ces patients. Et par pur principe de précaution, il est très très probable que d'ici quelques semaines, quelques mois, on ait des recommandations qui nous autorisent à le faire, notamment chez des patients qui partent pour des raisons professionnelles. Alors vous nous avez demandé si l'immunité vaccinale pouvait être potentiellement de meilleure qualité que l'immunité naturelle. C'est quelque chose qui peut paraître un peu saugrenu de prime abord, parce qu'on pourrait se dire, forcément, une immunité naturelle, ça doit mieux marcher. Eh bien, ce n'est pas le cas pour toutes les infections. Exemple, le tétanos n'est pas une maladie immunisante. Les infections à Haemophilus influenzae de type B n'est pas non plus une maladie apportant une bonne immunité. Pareil pour le pneumocoque, l'HPV, le VZV, la preuve, on fait des zonas à distance de la varicelle. Et pour ces 5 exemples-là, la vaccination est démontrée plus efficace que l'infection naturelle. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être la même chose avec le Covid, et il y a des spécialistes de l'immunologie qui pensent qu'effectivement c'est probablement la même chose. Peut-être que les vaccins, notamment ARN, sont plus efficaces que l'immunité naturelle anti-Covid pour des raisons de mode de présentation de l'antigène au système immunitaire. Moi je ne suis pas compétent en immunologie pour approfondir ces discussions, mais ce qu'on peut quand même donner comme élément, c'est que les études qui se sont attachées à mesurer la protection d'une infection par Covid, par exemple en suivant des personnes qui ont été infectées lors d'une première vague et en évaluant l'incidence du Covid à l'occasion d'une deuxième vague chez ces personnes-là et en la comparant avec des gens qui n'avaient pas eu le Covid lors de la première vague, on obtient des chiffres de protection de l'immunité naturelle de l'ordre de 80 à 99% en fonction des contextes et des pays. Donc globalement, une très bonne immunité naturelle, mais qui finalement est peut-être pas meilleure que l'immunité vaccinale, en tout cas obtenue avec les vaccins ARN. Alors, quel est l'impact des variants sur cette immunité ? Ça, Philippe en a largement parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que la situation à Manaus, au Brésil, pose quelques questions. Alors la durée de la protection, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, pour l'instant c'est difficile d'y répondre parce qu'on manque encore de recul. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que dans les services hospitaliers, on ne croule pas sous les malades se présentant avec une réinfection. Les réinfections, pour l'instant, ça reste des phénomènes qui sont rares, mais pas inexistants, évidemment. Et puis des études d'immunologie montre que globalement on a une mémoire immunitaire B ou TCD4 ou TCD8 qui persiste au moins 6 à 8 mois. Bien entendu, je pense qu'on en saura beaucoup plus d'ici quelques mois. Alors, vous nous avez demandé aussi à plusieurs reprises si je suis vacciné, est-ce que d'abord je peux enlever le masque ? Je peux me relâcher sur les recommandations de précautions complémentaires. Est-ce que si jamais j'ai un contact à risque, je suis exempté de tests ?
Soyons clairs, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation officielle, et on comprend pourquoi. On est en pleine vague épidémique, la circulation du virus est encore extrêmement active, et ce qu'il faut rappeler, c'est que ces vaccins ne réduisent pas le risque de manière absolue. Ils réduisent le risque de manière relative. Quand on vous dit le vaccin efficace à 90%, c'est qu'il réduit le risque d'attraper le Covid dans une circonstance particulière de 90%. Autrement dit, si je passe 3 heures dans un petit lieu confiné avec un super spreader, le risque que j'attrape le Covid est de l'ordre de quasi 100%. Et bien finalement, avec un vaccin efficace à 90%, j'aurai toujours au moins 10% de risque de tomber malade. Donc dans une situation où le virus continue à circuler de manière active, comme c'est le cas à l'heure actuelle en France, il est hors de question de lever les mesures barrières et d'arrêter le contact tracing pour les personnes qui sont vaccinées. Le jour où on aura une incidence qui sera revenue à un niveau très bas, le jour où on aura une immunité de groupe importante, comme c'est le cas par exemple en Israël, il est évident que les restaurants rouvriront et que les règles de contact tracing probablement aussi s'allégeront. Alors vous nous avez demandé également quid du passeport vaccinal. D'abord ce qu'il faut rappeler c'est qu'il n'est pas encore validé, il est en cours de discussion au niveau de la Commission européenne et d'abord ce passeport vert il ne sera pas uniquement en lien avec le statut vaccinal des citoyens. Il semblerait qu'il mentionne également la réalisation d'un test négatif récent, la présence d'anticorps signant un antécédent d'infection avec toutes les limites que je vous ai dit tout à l'heure sur les sérologies. Et donc il est évident que ces passeports posent d'énormes questions éthiques. Est-ce que c'est juste de lancer un passeport vaccinal alors que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir accès à un vaccin ? Est-ce qu'il est juste de lancer un passeport vaccinal sachant que la vaccination n'est pas obligatoire ? Et est-ce que c'est quelque chose que politiquement on accepte compte tenu de la défiance vaccinale, compte tenu des questions qui se posent, notamment là, avec le vaccin AstraZeneca. Enfin, c'est des questions d'ordre politique auxquelles je suis bien incapable de répondre, mais notamment sur l'interrogation d'un d'entre vous concernant les personnes qui ont un antécédent de Covid et qui sont vaccinées à une dose. À mon avis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque de toute façon, par exemple, le vaccin Johnson & Johnson qui va arriver là prochainement, il sera à une dose. Et j'imagine mal que les autorités, quelles qu'elles soient, fassent la fine bouche en disant « Ah oui, mais attendez, c'est du Pfizer, vous n'avez pas votre deuxième dose, c'est bizarre, donc on ne vous laisse pas passer. » Enfin, je ne pense pas que ça se passera comme ça. À mon avis, il n'y a pas d'inquiétude. On a encore du temps devant nous pour voir le mode opératoire concret de tout ça. Nous, concrètement, ce qu'on fait à l'hôpital européen, c'est qu'on délivre un carnet de vaccination international à tous les patients qu'on vaccine. Et chez ceux pour lesquels on ne fait qu'une dose parce qu'ils ont un antécédent de Covid, on écrit patient immunisé car antécédent de Covid avec un tampon et voilà, c'est réglé. Et puis on va finir par des questions. Alors je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions que vous nous avez posées sur les vaccins et le reste avant de passer au Covid long. Il y a eu énormément de questions, mais le temps presse. Donc un mot sur le Covid long. Qui effectivement pose d'énormes soucis, puisque ça affecte probablement l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents des personnes qui ont fait un Covid, et pas forcément un Covid sévère. Nous, on en voit toutes les semaines en consultation de routine, et effectivement, on a des tas de patients qui vont pas bien à distance de leur Covid, qui sont fatigués, qui sont encore essoufflés à l'effort, qui dorment pas bien, qui ont des polyalgies mal systématisées, qui ont des maux de tête, qui ont des troubles de la concentration, des troubles de mémoire, etc., etc. Pour certains d'entre eux qui n'ont pas récupéré un goût et un odorat normal. Mis à part les spécificités du goût et de l'odorat et de la dyspnée d'effort qui parfois est en lien clairement avec des séquelles pulmonaires d'une pneumopathie à Covid, les Covid longs, pour nous, ça nous rappelle un truc qu'on connaissait déjà avant la crise sanitaire, c'est les syndromes d'encéphalopathie myalgique, syndrome de fatigue chronique.
qui en fait sont, j'en avais déjà dit un mot la dernière fois, qui sont des sortes d'épuisement des capacités du corps à répondre au stress et qui donnent tous ces symptômes en pratique. Le mode d'entrée dans ces pathologies, ça peut être des traumatismes psychologiques, ça se voit notamment chez des vétérans qui rentrent de guerre. Ça se voit après des efforts physiques intenses, et il y a des athlètes de très haut niveau qui un jour s'effondrent après avoir obtenu des médailles, et un jour ils n'y arrivent plus et ils traînent un certain nombre de symptômes comme ça pendant des semaines, des mois, parfois des années. Ça se voit après des épuisements professionnels, et il y a des burn-out qui se manifestent comme ça. Et puis ça se voit après des infections, que ce soit des infections gravissimes qui conduisent les gens en réanimation, ou que ce soit des infections moins sévères, mais par exemple comme la maladie de Lyme. Le Covid long, en fait, ça ressemble étroitement à un syndrome post-Lyme. Ça ressemble étroitement à un syndrome post-fièvre Q. Ça ressemble aussi à ce qu'on voit parfois après des mononucléoses infectieuses. Et de ce point de vue-là, on ne les prend pas en charge de manière très différente, hormis l'aspect olfaction et hormis l'aspect pulmonaire. Et donc c'est des prises en charge qui sont très compliquées, puisqu'il y a une part, vous avez vu, c'est multisystémique, multi-organes, il y a une part psychologique qui est absolument majeure. C'est des gens qui vont pas bien, et c'est pas des maladies imaginaires, ça c'est très très clair. On a des marqueurs objectifs de ces syndromes, c'est des patients auxquels on peut faire des EMG d'effort. Nous, on a Yves Jams chez nous, qui est un ancien professeur de physiologie de la fac de médecine qui est à la retraite, qui est un des spécialistes mondiaux du syndrome de fatigue chronique, et qui nous fait des épreuves d'effort chez ces malades, et il trouve des anomalies d'EMG d'effort avec des ondes M caractéristiques de syndrome de fatigue chronique. Quand on leur dose les protéines du choc, des heat shock protéines, je ne sais pas si ça vous rappelle des vieux cours de physiologie, on trouve certaines protéines HSP qui sont effondrées dans les syndromes de fatigue chronique. Donc ce n'est pas des maladies imaginaires. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle. Il y a un certain nombre de médicaments qui sont à cheval entre les compléments alimentaires et la thérapeutique, avec quand même des essais cliniques qui arrivent les uns après les autres, avec des niveaux de preuve qui se complètent au fur et à mesure, mais des médicaments qui agissent sur le métabolisme mitochondrial, d'autres qui agissent sur la perméabilité intestinale. C'est des patients qu'il faut accompagner sur le plan psychologique, c'est des patients qu'on peut adresser à un hypnothérapeute quand finalement le Covid est venu décompenser des soucis antérieurs qui n'étaient pas réglés. Voilà, c'est des patients qui effectivement posent énormément de soucis, et je crains qu'on en ait effectivement de plus en plus. Laurent, je vais te laisser compléter peut-être spécifiquement sur les aspects neurologiques. Oui, sachant que de toute façon, c'est pas très spécifique, puisqu'on a vu qu'il y a dans les troubles neurologiques, si on écarte les troubles neurologiques de la phase aiguë du Covid, qui sont souvent sur des formes graves de Covid, en ce qui concerne les encéphalomyélites inflammatoires, les AVC, tous ces risques-là qui sont identifiés en phase aiguë, dans le syndrome du Covid long, on est plutôt sur des choses non spécifiques, qui sont des troubles de la mémoire. On commence à en voir de plus en plus, nous aussi en consultation, plaintes mnésiques, fatigabilité générale, les gens ont l'impression de plus savoir travailler, ils ont repris le travail mais ça ne se passe pas bien. On est dans le même problème que le versant, on va dire, plus interniste de la fatigue chronique, c'est que c'est très compliqué, il n'y a pas de prise en charge codifiée. Il y a Eric Gage à la Timone qui a fait une belle série d'études en PET scan cérébral sur des syndromes post-Covid long, c'est-à-dire plus de 4 mois avec des symptômes. Il a fait un questionnaire sur le PTSD pour éliminer un syndrome post-traumatique psychologique qu'il ne retrouve pas et qui montre des anomalies de fixation en PET scan qui sont dans des zones qui, a priori, laissent penser qu'il se passe quelque chose d'organique au niveau cérébral. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment on peut intervenir. Donc on est dans une collecte actuellement de données. On se lance probablement de plus en plus dans des explorations un peu plus lourdes
qu'avant. C'est peut-être un des bienfaits indirects de cette pandémie, c'est que ça nous oblige à regarder des choses qu'on ne voulait peut-être pas trop regarder avant. Et tous ces fatigués presque de la vie, j'aurais tendance à dire, on les regarde autrement. Donc on fait plus d'IRM, on va faire plus de PET scan, on va faire plus de bilans neuropsychologiques sur le plan purement neurologique. Et la prise en charge va s'organiser de façon multidisciplinaire. Après, il n'y a pas de profil caractéristique. Il y a eu de longues études dans tous les sens sur les profils psychologiques des gens et on ne retrouve pas forcément de marqueurs très clairs prédisposants. Donc c'est vrai, effectivement compliqué et ça pose des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes sociétaux. Enfin, c'est vraiment un problème important parce qu'on estime que c'est entre 20 et 30% des Covid, quelle que soit leur gravité, qui est susceptible d'avoir des symptômes à plus de 4 mois. Donc c'est un problème de santé publique, clairement. Ok. Je crois qu'on en avait terminé en tout cas pour les questions dont on avait préparé les réponses. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'en voir d'autres. Au final, beaucoup des questions qui sont remontées encore en direct faisaient partie de vos questions préparées, effectivement. Je voulais vous remercier au nom du conseil départemental pour la qualité de vos interventions, le travail que ça vous a demandé, pour la rigueur de vos interventions et le caractère très pédagogique. Je crois vraiment qu'on a répondu à énormément de questions ce soir. On va encore continuer à récupérer des questions et puis on verra éventuellement si un nouvel épisode pourra être organisé. Donc encore une fois, à tous les trois, Philippe, Stanislas, Laurent, merci infiniment. Des petites infos très rapides, parce que je pense que tout le monde est fatigué. Vous allez recevoir bientôt la newsletter du conseil départemental, donc lisez vos newsletters, il y aura plein d'infos dessus, sur le travail qui a été fait sur les violences intrafamiliales. Je crois qu'on a mis dedans les recommandations sur la Société française d'allergologie, sur les problèmes dont tu parlais, Stanislas. Encore plein d'infos là-dessus. Lisez également bien vos mails là-dessus. Connectez-vous à la nouvelle page LinkedIn du conseil départemental de l'Ordre. On vous y encourage. Là aussi, on mettra plein d'infos. Et puis, le prochain jeudi de l'Ordre sera le 8 avril. Ce ne sera pas un jeudi de l'Ordre sur le Covid, mais ce sera un jeudi de l'Ordre. Enfin, Stanislas, j'ai envie de te dire, on va un peu respirer, c'est le cas de le dire. Ce sera un jeudi de l'Ordre très important. On aura le grand plaisir d'accueillir le professeur Christophe Bartoli et le docteur Fatima Krimi qui nous parleront des écrits médicaux et à quel point ils nous engagent. C'est très important pour information. La moitié des plaintes que nous recevons ici et que nous traitons sont issues plus ou moins directement d'un écrit médical dont la rédaction aurait vraisemblablement pu peut-être éviter cette plainte. Donc c'est, je dirais, à tous âges de la pratique médicale, c'est des informations très importantes que Christophe et Fatima partageront avec vous. Donc rendez-vous le 8 avril et encore une fois, merci à tous nos intervenants pour la qualité de leur topo. Merci.